Le bombardier furtif, rêve fiévreux de la fin de la guerre froide, s'est finalement imposé comme l'apogée de la puissance aérienne. Capable de passer à travers les radars ennemis quasiment sans être vu, de déposer une ogive nucléaire dans la boîte aux lettres de quelqu'un, puis de repartir aussi discrètement qu'il est arrivé. Et pourtant, une seule nation a réellement réussi à mettre en service un véritable bombardier furtif, à savoir les États-Unis avec leur B-2. Le problème, c'est qu'ils sont vraiment complexes, et par conséquent, ils sont vraiment chers. Les Américains ont dépensé plus pour un seul B-2 que les Italiens n'ont dépensé pour le Cavour, un porte-avions complet. Ainsi, le club des bombardiers furtifs est resté très exclusif avec un seul membre. Mais il pourrait bientôt compter un nouveau membre puisque la Chine travaillerait sur son modèle, le H-20, et si l'on en croit leur dire, cela va vraiment être quelque chose de très spécial. Il serait l'égal du B-2, et peut-être même du successeur encore plus sophistiqué du B-2, le B-21, mais sera-t-il vraiment aussi performant ? Parce que oui, la Chine peut fabriquer des équipements vraiment parmi les meilleurs au monde, mais il y a aussi eu de nombreuses fois où, à cause de fuites de données, ou lorsque nous mettons la main sur quelque chose venant d'eux, nous découvrons que ce n'est finalement pas si impressionnant que ça. Aujourd'hui donc, avec cela en tête, nous allons essayer d'explorer la réalité de la situation, de faire la part des choses entre l'hyperbole nationaliste et les faits, et d'exposer ce que nous savons réellement sur le H-20. Pourquoi ? Alors commençons par la grande question. Pourquoi ? Plus précisément, pourquoi se donner la peine de construire le H-20 ? Pourquoi investir autant de ressources ? Pourquoi déployer autant d'efforts ? Et en gros, toutes ces questions se résument à une seule vérité fondamentale. La flotte de bombardiers stratégiques de l'armée de l'air, de l'armée populaire, de libération, la PLAAF, est actuellement sous-optimale, et c'est un euphémisme. Ce n'est pas un effort négligeable, ne vous y trompez pas, et elle possède de nombreuses capacités aussi fascinantes qu'inquiétantes. Mais une force de premier plan à la pointe mondiale pour le XXIe siècle, ce n'est pas le cas. Et tout cela est dû au Xi'an H-6, l'actuel, et en fait le seul bombardier stratégique de la Chine. C'est une vieille dame, vous voyez, comme son apparence générale le laisse deviner, puisqu'elle est entrée en service pour la première fois avec l'armée de l'air chinoise en 1969, et que le Tu-16, sur lequel elle est basée, est entré en service dans l'armée de l'air soviétique dès 1954. Ce n'est pas vraiment un problème puisque la plupart de ces bombardiers stratégiques en service datent de l'époque du noir et blanc. Le B-52 américain, par exemple, est entré en service pour la première fois en 1955 et le Tu-95 russe en 1956. Cependant, il est crucial de noter que ceux qui volent encore aujourd'hui sont très très différents des modèles d'origine, ayant été largement repensés à l'intérieur comme à l'extérieur pour rester compétitifs à l'ère moderne. Le B-52, par exemple, est maintenant la variante B-52H, avec une avionique et des communications numériques modernes, une soute à armement interne modernisée, et ainsi de suite. De même, le type Tu-95 principalement en service actuellement est le modèle Tu-95 MSM, qui dispose d'un nouveau radar et d'un nouveau système de navigation, de moteurs et d'hélices améliorés, de systèmes d'aide à la défense modernisés, ainsi qu'une capacité accrue de missiles de croisière. Et, en effet, le H-6 ne fait pas exception à cette tendance, avec les derniers modèles H-6K et H-6N équipés d'une suite avionique entièrement remaniée et de turboréacteurs D30KP2 à la place des anciens WP-8. Un cockpit tout écran avec écran multifonction. Navigation moderne, électronique optimisée pour le tir de missiles de croisière et autres équipements similaires. Mais, et c'est un point très important, pour tous ces bombardiers stratégiques modernisés, il y a une limite à l'amélioration de leur conception de base vieillissante jusqu'à ce que l'on se heurte à une vérité inconfortable et coûteuse. Ils ne sont plus à la pointe de la technologie et ne le seront jamais, la guerre ayant trop évolué. Ils ont été conçus à une époque où la vérité fondamentale du bombardement stratégique était que l'altitude, la vitesse et le brouillage rudimentaire vous permettraient de forcer le passage à travers tout ce que l'ennemi pouvait utiliser pour tenter de vous arrêter. Aussi, la miniaturisation des armes nucléaires était alors très limitée, les bombardiers devaient donc être très grands. Ce n'est même pas que cette vérité commence seulement à vaciller. Elle est morte depuis les foutues années 1960, depuis que les missiles solaires ont cessé d'être la référence, en gros. En fait, fixons une date précise, le 1er mai 1960. C'est à ce moment-là que Gary Powers, aux commandes de l'avion de reconnaissance U-2 volant à 21 300 mètres, soit à peu près le double de l'altitude de l'avion qui vous emmène en vacances, a été arraché du ciel par un missile S-75. Dès lors, la vieille méthode du bombardement stratégique était considérée comme morte.
S'ils pouvaient abattre un U-2, ils pouvaient sûrement abattre un B-52 volant à la moitié de cette altitude. Ils ont bien sûr essayé de trouver de nouvelles méthodes, la vitesse étant la solution à la mode pendant un temps, d'où l'XP-70 et le B-58 américain, le M-50 et le Tu-22 soviétique. Nous donnerions des exemples chinois, mais il n'y en a pas. Ils se sont fâchés avec les soviétiques en 1960 et ont donc perdu leur soutien technologique. Et ils ont aussi éliminé pratiquement tous leurs bons ingénieurs pendant la révolution culturelle. Bien joué. Ainsi, leur industrie aérospatiale a été franchement catastrophique pendant un moment. Plus généralement, la méthode rapide n'a pas non plus tenu ses promesses, devenant un outil complémentaire de niche plutôt que la nouvelle tendance. Les anciennes méthodes sont donc restées la référence. Les bombardiers stratégiques sont maintenant surtout des plateformes de lancement de missiles de croisière tirés à distance. Mais ensuite, vers la fin des années 1970, alors qu'un grand homme proclamait que ses mains ne pouvaient pas frapper ce que ses yeux ne pouvaient pas voir. Des ingénieurs astucieux de l'aérospatiale avaient, par coïncidence, une réflexion parallèle, appliquant cette idée non pas à démolir le visage de George Foreman, mais aux avions grâce à la technologie furtive. L'idée de base était aussi très simple. Le radar, qui guide les systèmes de défense aérienne, fonctionne en faisant rebondir un rayonnement non ionisant sur les objets. Ce qui vous permet ensuite de faire quelques calculs, en utilisant la vitesse fixe de ce rayonnement pour déterminer où il se trouve en fonction du temps que mettent les signaux réfléchis à revenir. Eh bien, et si nous construisions simplement des avions de manière à ce qu'ils ne renvoient pas ces signaux ? Et au sommet de toute cette philosophie de conception, du moins jusqu'à présent, se trouve le B-2 américain. Une véritable aile volante sans queue, sans moteurs apparents, chaque ligne et chaque courbe étant conçue dans le seul but de ne rien offrir au radar ennemi sur quoi rebondir. Il transporte toutes ses armes à l'intérieur pour le même objectif et dissimule ses moteurs profondément dans le fuselage, doté de prises d'air et d'échappements profilés. Son acquisition a coûté une somme astronomique, 2,1 milliards de dollars par appareil, et cela en dollars de 1997. Mais d'un autre côté, c'est vraiment incroyable. Ça fonctionne vraiment bien. Je veux dire, vous pourriez simplement demander aux Serbes, aux Afghans, aux Irakiens, aux Yéménites et aux Iraniens si vous avez besoin d'être convaincus, car tous ont eu à subir le B-2 depuis son entrée en service en 1997. Il est souvent entré dans des systèmes de défense aérienne sophistiqués où des avions classiques n'oseraient pas aller. Et pourtant, au moment où j'écris ces lignes, aucun appareil n'a jamais été perdu à cause du feu ennemi. Et cela nous ramène au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le H-20, car ce qu'il vise à être, tout simplement, c'est un B-2 mais avec quelques caractéristiques chinoises. Une machine permettant à Pékin d'abandonner son unique bombardier des années 1950 pour déployer un appareil vraiment à la pointe de la technologie mondiale, mais qui ouvrira toute une doctrine de guerre qu'actuellement seule une autre nation sur Terre peut utiliser. D'accord, maintenant que nous avons vu le pourquoi du H-20 et aussi subtilement glissé le contexte plus large comme un double coup, de rien, voyons maintenant quand cela a commencé. Tout a commencé dans les années 1980, alors que la furtivité émergeait comme technologie sérieuse. Là, la Chine, comme toutes les nations de la planète disposant d'une force aérienne, s'est retrouvée à observer les avancées américaines avec une envie jalouse. Ils voulaient la furtivité, ils la voulaient tout de suite. Cela n'allait jamais arriver à l'époque, car même si la Chine avait fait d'énormes progrès depuis les années 1940, où elle n'avait presque pas de secteur aérospatial, elle n'était pas à la hauteur. Ils n'étaient pas dupes non plus, car à cette époque, tous leurs projets avancés et ambitieux échouaient lamentablement. L'intercepteur J-9, par exemple, a été annulé en 1980 après que Pékin a reconnu que leurs rêves étaient tout simplement au-delà de leurs capacités. Il y avait aussi le Illit-Dix, un avion de ligne abandonné en 1983 après qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient dépenser plus d'argent que s'ils achetaient un appareil déjà existant, pour un résultat final pire que ce qu'ils pouvaient simplement acheter. Il n'y avait pas de projet ambitieux pour obtenir quelque chose de furtif à l'époque, car ils savaient que ce serait une perte de temps et de ressources. Même leur principale activité consistait à améliorer et à bricoler les équipements donnés par les soviétiques. À l'époque, les projets étaient décevants. Les pilotes d'essai soviétiques venus aider en Chine refusaient d'acheter les J-6, des MiG-19 construits en Chine qu'ils considéraient comme de vrais pièges mortels. Le J-7, un MiG-21 chinois, était initialement très problématique, même selon Pékin. Mais les choses ont changé dans les années 2000. Cependant, avec la direction de Deng Xiaoping qui avait apporté un pragmatisme cruellement nécessaire au communisme chinois. Contrairement à la méthode de ses prédécesseurs, qui éliminaient tous ceux un cran plus à droite qu'eux, le secteur aérospatial du pays commençait enfin à se réorganiser.
produisant de véritables chasseurs de conception nationale de 4e génération comme le G-Dix, des dérivés à moitié corrects du Su-27 comme le G-11 et parvenant même à perfectionner le G-Sept, au point où des puissances étrangères étaient prêtes à débourser sans hésiter pour mettre la main sur certains d'entre eux. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Mais au milieu des années 2010, des commentaires ont commencé à apparaître dans les médias, laissant entendre que quelque chose de nouveau arrivait. En avril 2014, lors d'une visite au quartier général de la Force aérienne de l'Armée populaire de libération à Pékin, Xi Jinping a demandé aux officiers d'accélérer l'intégration aérospatiale et de renforcer leurs capacités offensives et défensives. Cesser d'être une simple force de défense aérienne territoriale et envisager sérieusement des options de frappe à longue portée. En juillet 2015, le China Daily a publié un long article du journaliste Zhao Lei intitulé « Bombardier à long rayon d'action », peut-être dans les projets chinois, citant des experts liés au PLA qui affirmaient ainsi qu'un avion stratégique lourd et rapide est nécessaire et attendu depuis longtemps, ainsi que le dernier souhait du lieutenant-général Liu Yudu, qui a supplié de tout faire pour développer de nouveaux avions bombardiers. Ensuite, avec de plus en plus de commentaires de ce genre qui s'accumulaient, le 1er septembre 2016, lors d'une journée portes ouvertes de l'armée de l'air de l'armée populaire de libération à Changchun, le commandant Mao Xiaotiang a finalement exprimé tout haut ce que tout le monde pensait en s'adressant à la presse réunie. Nous développons actuellement un nouveau bombardier à longue portée qui sera présenté à l'avenir. C'était une déclaration qui allait être reprise par China Daily, Reuters et à peu près tous les autres médias. La première confirmation officielle et publique de l'existence du projet. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est là que l'histoire du H-20 commence vraiment. Car à ce jour, Pékin n'a jamais donné de détails précis sur la façon dont tout cela a réellement commencé, ni sur la date exacte. Cependant, nous savons ce qui s'est passé ensuite. La machine médiatique de l'armée de l'air de l'armée populaire de libération s'est activée pour que la nouvelle soit reçue de façon nationaliste en interne et avec inquiétude à l'international. Le contre-amiral Yin Zhao a expliqué que la Chine n'avait jamais conçu auparavant un bombardier aussi lourd et à aussi long rayon d'action, et qu'un véritable bombardier stratégique serait un symbole majeur de la force aérienne comme service stratégique. Mais il a également, il faut le noter, semé quelques graines qui allaient servir de tampon pour la Xi'an Aircraft Industry Corporation, ou XAC. C'est le concepteur et fabricant du H-20 lorsqu'il a ajouté que le projet serait effectivement très exigeant sur le plan technique. Mais 3 ans plus tard, cette hésitation prudente avait disparu, remplacée par tout le contraire, la confiance. Voyez par vous-même en regardant cette vidéo publiée par XHack, avancez-la en mode avance rapide car elle dure 5 minutes, mais on peut voir qu'ils enjolivent leur propre histoire de façon chronologique. On a le H6 sympa, quelques trucs de l'époque pourrie dont on n'a pas à se soucier. Cool. Quelques avions modernes qui fonctionnent vraiment. Génial. Mais ensuite, il y a ce truc qu'ils ont caché à la fin sous la bâche. Ça ressemble presque à un B2, non ? Enfin, clairement un modèle en image de synthèse, mais un B2 quand même. Et avec ça, apparemment, la forme prévue du H-20 avait été révélée. En fait, ils étaient tellement confiants à ce stade que XEAC a même lancé quelques pics à Northrop Grumman, le concepteur et fabricant du B2 Command. C'est parce que la dernière image de leur vidéo parodie presque exactement la pub Northrop Grumman du Super Bowl 2015. Sérieusement, comparez-les côte à côte. Ouze UC savait clairement exactement ce qu'il faisait là. Cependant, vous savez ce qu'on dit. L'orgueil précède la chute. Eh bien oui, parce qu'il semble probable que le 20 dans H20 était à l'origine censé faire référence à l'année où il devait entrer en service, c'est-à-dire vaguement 2020. Oh les gars, vous avez raté la date limite. Nous disons cela car, en passant du temps de l'autre côté de le grand pare-feu chinois, vous tomberez sur des articles comme celui-ci. Comme la plupart d'entre vous ne lisent pas le chinois, voici la partie traduite. Ces dernières années, du J-20 au Y-20 puis au Z-20, les avions chinois de la série 20 se sont succédés, témoignant d'une avancée historique dans le développement des armes et équipements de l'armée de l'air de l'APL. La désignation 20 indique également qu'il s'agit d'une toute nouvelle génération d'équipements aéronautiques, et elle implique aussi l'acquisition d'une capacité de combat autour de la Nation 2000. Étant donné la signification du chiffre 20, l'appeler H20 est logique. Fin de citation. Cela n'a été confirmé par aucun responsable officiel de Pékin, ni même par XHack, je tiens à le souligner, mais la logique des commentateurs chinois tient tout à fait la route. Et c'est intéressant, n'est-ce pas ? Parce que nous sommes en 2026, au moment où j'écris ces lignes, et 2020 n'est plus qu'un petit point dans le rétroviseur. Alors, la Chine, il est où ce H20 ? Même en écartant l'idée invérifiable d'une mise en service en 2020, la question demeure car il a été révélé il y a près de 10 ans et son développement a duré encore plus longtemps, sans que l'on sache vraiment combien. Alors, où est-ce qu'il est, Chine ?
Où? Et la réponse à cette question, en gros, c'est que on ne sait pas. Mais au moins, on sait pourquoi on ne sait pas. Et c'est parce que Pékin esquive la question à chaque fois qu'elle est posée. Vous souvenez-vous des propos de Mao Xiaotan lors de l'annonce du projet en 2016 ? Nous développons un bombardier de frappe à longue portée de nouvelle génération que vous verrez un jour. Un jour dans le futur. Rien de vraiment concret ou d'engagé. Le délai qui, si l'on veut être pointilleux, pourrait signifier littéralement dans 5 minutes ou le 8 août de l'année 25 062. Cela a donné le ton, ce flou et ces hésitations sur l'avenir ayant persisté dans presque tous les commentaires et rapports suivants. Avançons jusqu'en 2024 et encore une fois, c'est la même rengaine avec le commandant adjoint de la force aérienne de l'armée populaire de libération, Wang Wei, qui en mars s'est adressé au Hong Kong Commercial Daily en disant, je cite, « Bientôt, attendez un peu. Ce sera très bientôt, cela suivra immédiatement. Il n'y a pas de véritables obstacles. Tout peut être résolu. » Nos chercheurs sont très compétents aujourd'hui. Ils ont tous cette capacité. C'est certain, une nouvelle génération d'équipements apporte une nouvelle génération de capacités de combat. C'est quelque chose dont il faut être fier et qui suscite de l'enthousiasme. L'importance est énorme. Cela représente une transition générationnelle alors que ce type semble imiter Donald Trump. Jésus. Nous ne nous comparons pas aux États-Unis. Nous défendons seulement notre propre sécurité. Le moment venu, nous le montrerons à tout le monde. Quand un journaliste a évoqué le sujet, les passionnés d'aviation chinois étaient surexcités à l'idée d'en apprendre plus sur le H-20 lors d'une conférence de presse en septembre 2024 avec le porte-parole Zhang Xiaogang du ministère de la Défense nationale. Tout ce qu'il a eu à dire à ce sujet était, je cite, « Concernant votre question, les départements concernés publieront des informations en temps voulu. Merci de continuer à suivre. Laissez un j'aime et abonnez-vous. » Vous voyez le genre ? On ne sait tout simplement pas. Croyez-nous, nous aimerions vraiment pouvoir vous donner ne serait-ce qu'une date provisoire, car cela serait excellent pour le taux de clics sur cette vidéo, mais nous ne pouvons pas. Pour être honnête, tout commentaire de ce genre serait purement du tâtonnement, de la spéculation de notre part. Donc tout ce que nous pouvons dire, c'est que le H-20, apparemment, sera prêt quand il sera prêt. Maintenant, en Occident, ils avaient quelques commentaires à faire sur toute cette ambiguïté, ce qui pourrait au moins apporter un peu de lumière sur la question. Dans l'édition 2024 du rapport sur les développements militaires et de sécurité concernant la République populaire de Chine, le département de la Défense des États-Unis présente son rapport annuel au Congrès. Le Pentagone rappelle que les dirigeants de la force aérienne de l'Armée populaire de libération ont annoncé publiquement le programme en 2016 et précise qu'il pourrait falloir plus de 10 ans pour développer ce bombardier avancé. En d'autres termes, c'est simplement le temps que prennent ces choses-là, aussi avancées et complexes soient-elles. Et si cela doit prendre autant de temps, pourrions-nous au moins voir un prototype bientôt, étant donné qu'au moment où nous parlons, nous ne sommes qu'à quelques mois de la barre des 10 ans. Et pour vraiment boucler tout cela joliment, il y a encore un point de vue occidental qui mérite d'être examiné. Et même lorsqu'il apparaîtra, cela ne veut pas forcément dire qu'il sera de bonne qualité. Ou du moins, rien qui soit à la hauteur d'un B2, ou à plus forte raison de son remplaçant à venir, le B21. Par exemple, si vous le disiez, ce serait un responsable anonyme du renseignement du département de la Défense, cité par Michael Marrow dans Breaking Defense. Selon eux, lors d'un briefing en avril 2024, il a été dit, je cite, « Ils peuvent choisir de le dévoiler, simplement parce qu'ils veulent vous montrer qu'ils sont une grande, vous savez, puissance militaire. Cela ne signifie pas nécessairement que cela leur apporte réellement le type de capacité dont ils auraient besoin, ni la quantité dont ils auraient besoin. Oui, même si le projet ne s'avère être qu'un ramassis de balivernes, il se peut bien qu'à un moment donné, Pékin le lance quand même, simplement pour le prestige que cela leur apporterait d'avoir ne serait-ce qu'un bombardier furtif, quel qu'il soit. Quoi ? En parlant de l'idée que le H-20 pourrait en fait s'avérer plutôt nul, il est maintenant temps pour nous d'en discuter la nature. Quelle est réellement sa conception ? Ou du moins, à quoi pourrait-il ressembler ? Et à partir de là, quelles sont les chances qu'il soit vraiment bon ? Et cela ne surprendra sans doute absolument personne après le dernier chapitre, mais le croiriez-vous ? Nous n'en avons pratiquement aucune foutue idée parce qu'il n'existe aucune photo réelle confirmée de l'appareil, ni aucun de ses documents de conception nulle part. Tout ce que nous avons, ce sont des maquettes en images de synthèse, comme celle de la publicité que nous avons mentionnée, et des dessins conceptuels comme celui-ci. Cette photo qui circule présentée comme celle d'un prototype de H-20, quel qu'il soit, mais malheureusement c'est complètement bidon. Falsification. Il y a certains indices de le visuel, comme le fait que si on regarde de près, il n'y a aucune symétrie dans cet engin avec les entrées d'air et les ailes qui ont des angles et des formes différents les uns des autres, et le fait que les fenêtres du cockpit suivent une ligne totalement différente de celle du nez. Oui, c'est bien une image retouchée.
Au moins, nous avons cherché la source de cette fausse image pour que vous puissiez rejoindre votre bunker une fois terminé ici. Et même si nous ne sommes pas certains d'avoir trouvé la source, nous avons réussi à remonter jusqu'en 2018 dans cet article du South China Morning Post de notre côté de la Grande Muraille électronique. De l'autre côté, nous l'avons retrouvé dans un article de 2018 où, fait remarquable, l'image ne comporte pas la superposition de CCTV Channel 7 présente ailleurs. Il n'a également pas manqué de photos satellites qui prétendent avoir capturé un H-Vinct, les trois principales, étant celle-ci, celle-ci et aussi celle-ci. Et en les examinant une à une, nous ne sommes pas convaincus par la première. Les proportions, en particulier les ailes larges par rapport à la longueur du fuselage, rappellent certainement un peu le B-2. La photo ayant été prise à l'installation de tests de section efficace radar de Baoding, nous pouvons nous-mêmes vérifier l'endroit et estimer l'envergure. Et nous l'estimons quelque part entre 15 et 18 mètres, ce qui est bien trop étroit par rapport à ce qu'on pourrait raisonnablement attendre du H-20. À titre de comparaison, le B-2 a une envergure de 54 mètres. Waouh, c'est bien plus grand que ce que je pensais. Putain, le second, clairement, n'est pas un H-20, selon nous. Il ressemble bien plus à un CH-7, un nouveau drone en forme d'aile volante qu'ils ont conçu. Voici quelques photos du CH-7 sous différents angles, A, B et C. Et vous le voyez, n'est-ce pas ? Le cockpit très peu profond de la photo satellite ressemble vraiment beaucoup à la prise d'air du CH-7 et ainsi de suite. Pour le dernier, c'est le plus près d'un peut-être que nous pouvons donner, uniquement à cause de la mauvaise qualité de l'image. Nous n'avons rien pour l'écarter de façon proactive, donc nous ne pouvons pas l'exclure. Ce n'est pas lié à un élément positif évident. Cela semble juste correspondre à la forme recherchée, c'est tout. On a quelques détails via les médias chinois. Par exemple, le journal Xinguan à lui seul révèle qu'il s'agit censément d'un programme conçu entièrement à partir de zéro, c'est-à-dire totalement neuf, sans qu'aucune pièce ne provienne du H6. Ils veulent atteindre une portée intercontinentale de plus de 10 000 km et un rayon d'action de 5 000 km. Ils veulent le rendre apte au ravitaillement en vol. En ce qui concerne la charge utile, aucun chiffre précis n'est donné, mais certains articles indiquent qu'elle sera supérieure à celle du H6 et que l'appareil sera capable de transporter des armes nucléaires, sans toutefois préciser s'il s'agira de bombes gravitationnelles ou de missiles de croisière. Cependant, ces détails étant uniquement rapportés par les médias et absents des déclarations officielles de l'armée de l'air chinoise, ils restent non vérifiés. Nous savons seulement qu'il s'agira d'un bombardier stratégique en aile volante avec des caractéristiques furtives, et c'est tout. Sans aucun doute, étant donné à quel point nous en savons peu sur le H-20, plus d'un d'entre vous se sera posé la question évidente. Existe-t-il vraiment ? Si l'on veut rester académique, même à cette question, nous ne pouvons pas répondre. Jusqu'à ce qu'on le voie en vrai, soit sur une photo de presse officiellement publiée, soit via satellite avec une résolution qui ne laisse pas place au doute, la possibilité que le projet n'existe même pas et ne soit qu'une vaste opération psychologique reste tout à fait envisageable. Pour ce que ça vaut, nous doutons fortement que ce soit le cas, car mentir aussi ouvertement sur ses affaires militaires serait assez inhabituel pour la Chine. Bien sûr, nous savons qu'ils arrangent de parfois les chiffres à la marge. Par exemple, prenez les performances balistiques de l'obus de char DTC 10-125 APF STS. Mon Dieu, quel nom! La Chine a publié un chiffre, puis un tankiste chinois mécontent, voulant gagner un débat en ligne et peu soucieux de sa vie, a dévoilé les réelles performances balistiques sur les forums War Thunder. Et oui, le chiffre réel était bien inférieur à ce dont Pékin parlait. Mais mentir carrément, dire que quelque chose se passe alors que ce n'est pas le cas, ou dire qu'ils possèdent quelque chose alors qu'ils ne l'ont pas, ce n'est tout simplement pas le style de la Chine. Quand ils promettent d'agir, ils le font en général, même si les résultats peuvent décevoir. Ils tiennent leurs promesses. La Russie, qui par exemple, a dévoilé son chasseur furtif Su-57 flambant neuf, a fait des commentaires sur le fait que les ricains allaient devoir sortir la serpillière à merde tellement ça allait les faire se chier dessus. Et puis en a fabriqué si peu qu'ils ne peuvent même pas les envoyer en Ukraine de peur de les perdre. Non, non, non. La Chine annonce son chasseur furtif J-20 flambant neuf, puis en produit discrètement 300 confirmés. Même chose pour les porte-avions aussi. La Russie ne possède qu'un vieux porte-avions de classe Kuznetsov, datant de l'époque soviétique, qu'ils ont maintenu en vie 20 ans avant sa défaillance. Il est resté confiné au port sans être réparé. Pourtant, ils affirment toujours qu'il est en service et qu'il reviendra bientôt. Fais-moi confiance, mon pote. Ou devrais-je dire, fais-moi confiance, camarade. La Chine, elle, récupère un unique vieux porte-avions de classe Kuznetsov de l'ère soviétique.
et ils la reconstruisent complètement pour en faire le Liaoning prêt à être utilisé, puis ils en construisent un autre à partir de zéro, le Shandong, et ensuite ils utilisent ce qu'ils ont appris pour construire un super porte-avions, le Fujian. Tu vois le principe ? Oui, la Chine pourrait truquer ses chiffres ici et là, mais fondamentalement, elle tient généralement ses promesses. Oui, nous pensons vraiment que le H20 va arriver, mais quand, comment et à quoi il ressemblera, nous l'ignorons. Nous sommes impatients de le découvrir. Merci d'avoir regardé.